Il n'y a pas longtemps, je suis rentré en contact avec un monsieur qui s'appelle Édouard. Il habite dans un immense château en Champagne. Il m'a dit qu'il l'a acheté à 22 ans pour le restaurer. Alors moi, ça m'a rendu super curieux. Je me suis demandé, mais comment ça se passe quand on vit dans un château et comment ça se passe quand on restaure un château? Alors il m'a invité chez lui et là, on arrive au château de Vaux en Champagne. Il va nous montrer l'intérieur de son château et il a plein de petites anecdotes à raconter. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bon ben là, j'ai 2 minutes d'avance, alors j'attends qu'il vienne me rencontrer. Bonjour. Bonjour Édouard, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour Yann, avec plaisir. Je m'appelle Édouard Guyot, donc j'ai racheté cet endroit il y a presque 10 ans maintenant, j'avais 22 ans à l'époque. On est dans l'Aube, au sud de la Champagne et aux marges de la Bourgogne. Et c'est un château qui a été construit en pleine époque Régence, une époque et une période de l'histoire qui me fascine, puisque on est juste après le règne de Louis XIV et on est vraiment dans le très beau 18e. Et tout ici représente un peu la vie à la campagne et cet art de vivre qu'on pouvait avoir pendant l'Ancien Régime. Donc, voilà. Et ce château, donc vous habitez dedans, vous le restaurez également? Oui, je vis dedans depuis 2018. Il a fallu 3 ans de travaux et ce n'était pas du tout ma priorité parce que d'abord, il a fallu mettre en place des activités pour autofinancer ce projet, c'est-à-dire le payer sur 20 ans avec une activité commerciale. Mais donc voilà, depuis 6 ans maintenant, je vis dans le château. Et si c'est pas indiscret, le château, vous l'avez acheté pour combien? Alors le château, je l'ai acheté en faisant une proposition déjà, puisqu'il n'était pas à vendre seul, il était à vendre avec un domaine de près de 400 hectares, donc qui valait plus de 4 millions d'euros. C'était inatteignable évidemment à mon âge, et même aujourd'hui ça le serait toujours. Donc moi j'ai proposé pour le château qui était complètement en ruine et dont pas grand monde ne voulait à vrai dire, j'ai proposé 500 000 euros avec une cinquantaine d'hectares autour. On a démarré avec rien, très peu d'argent, tout ça a été hypothéqué, des emprunts dans tous les sens. Donc voilà, et là ce que vous allez voir c'est le résultat de 9 ans d'efforts avec des bénévoles qui m'ont aidé dans les premières années. C'est une entreprise qui n'est jamais gagnée, il ne faut pas crier victoire trop vite. Il faut au contraire voilà, prendre les choses assez froidement, réfléchir aux urgences chaque hiver, puisque c'est le moment où on a le temps de faire des travaux et où on a un petit peu de sous à la fin de la saison en fait. Donc on réinvestit à fond perdu tout ce qu'on a gagné pendant l'été. Et soit dans les travaux de gros œuvres comme vous voyez sur le château, on a terminé au mois de février cette année 5 ans de travaux de gros œuvres et 3 millions d'euros d'investissement. Et pourquoi ce château? Vous êtes du coin? Qu'est-ce qui vous a porté sur ce château en particulier? Alors j'allais justement en Alsace faire des vendanges, on ne connaissait pas la région et en fait sur le trajet, une espèce de signe du ciel, j'ai un ami qui me téléphone que j'avais rencontré il y a très peu de temps et qui me dit voilà il y a un château exceptionnel et comme je sais que tu vas en Alsace, sur ta route à Troyes, tu vas voir ce château qui s'appelle Vaux et qui est en vente actuellement et qui cherche une solution, un projet. Donc je me suis arrêté en septembre 2014, ça fait 10 ans. C'était une folie et même mes parents qui ont restauré une vingtaine de châteaux m'ont dit Ah oui, ok. toute la famille en fait est impliquée dans les vieilles pierres, Ah mes oui, frères et c'est ça. sœurs, Vous m'aviez dit ça. mes cousins, mes parents, etc. Donc on possède pas mal de monuments historiques en France et celui-ci fait partie vraiment de ceux où on s'est posé des questions. C'est-à-dire que tout le monde a eu un peu le coup de cœur, mais bon, c'était mon projet. Ils m'ont donné des conseils et ils m'ont dit ce sera vraiment, vraiment difficile. Et Trop grand ou trop en ruine? C'est quoi c'est pas la taille, non, non, le château n'est pas spécialement immense. C'est un grand château quand même, il y a 13 fenêtres en largeur, c'est une façade gigantesque, mais c'était l'intérieur en fait. L'incertitude des travaux, sans parler d'argent, est-ce que c'est sauvable? Et mon père m'a dit, je suis pas sûr que ce soit sauvable. Okay. Alors même lui, qui a restauré Saint-Fargeau, qui a été avec mon oncle Michel, qui a été à l'origine de beaucoup de projets à droite à gauche, et à chaque fois des projets de sauvetage où on part de zéro, eh bien là, il y avait une toiture qui était mûre, et il y avait eu un dégât des eaux qui avait démarré avant la Seconde Guerre mondiale. Le programme de travaux à l'extérieur que vous voyez, 3 millions d'euros, il y a eu plus de 50% d'aide publique avec la région Grand Est et surtout avec la DRAC, qui est le ministère de la Culture. L'intérieur, on finance tout à 100%, et on va aller voir du coup ce qu'on a fait. Super, allons-y. Et toutes ces connaissances que vous avez pour restaurer le château, ça vous vient de la famille? Vous avez dit que vos parents en avaient restauré beaucoup des châteaux. Vous étiez avec eux quand vous étiez tout jeune déjà. Comment vous arrivez à savoir ce qu'il faut faire? Parce qu'on peut vite se sentir dépassé, j'imagine. Oui, oui, oui. Alors tout petit, on a effectivement vécu les projets et beaucoup de galères parfois. Nos parents nous ont traînés, mais dans le bon sens du terme, dans des châteaux qu'on ne connaissait pas, dans des régions qu'on ne connaissait pas. Donc on changeait d'école. On voyait nos parents retrousser les manches, on les a aidés, on a tenu l'accueil, on a organisé des visites, tout ça très jeune. Et nos parents, en fait, ce qui leur a toujours tenu à cœur, c'est d'arriver dans des endroits dont personne ne veut, de voir le beau quelque part. Ça peut être un fragment, ça peut être quelque chose, mais surtout qu'il y ait une ambiance, qu'il y ait une atmosphère dans la maison, et redémarrer, en fait, si vous voulez, la vie d'un château abandonné. Ok. Ça, c'est ce qui nous parle le plus. Donc ce château est abandonné avant la guerre.
Ouais. J'imagine des familles qui ont dû fuir ou... 1936, alors non, aucun lien avec la guerre, Aucun. mais ils sont partis parce que la toiture était à refaire. Et Ok. voilà, c'est une famille qui, pendant le partage, la succession, n'a pas voulu s'investir dans ce château qui était très loin Ouais. de Paris, très loin des grandes villes. Et donc, en fait, malheureusement, ils l'ont abandonné. Il y a eu des visites de gens peu scrupuleux qui ont volé les matériaux, les cheminées, les parquets. Et donc, tout ça a été rapporté, à part le dallage 18e et les quelques boiseries ici. Tout le reste a été refait à neuf. Et on a marié en fait des matériaux neufs. Par exemple, cette porte du grand salon est toute neuve. Elle a été posée il y a 6 mois. Et on a fait des patines pour que ça raccorde avec la peinture 18e du vestibule. Ah ouais, bah là, la Donc pièce voilà elle est le déjà grand magnifique. salon. Ici, on a racheté un lustre dans un château qui était à vendre. Très beau. Le château a organisé une vente aux enchères où ils ont vendu tout le mobilier, y compris des lustres. Donc là, j'ai un peu cassé la tirelire pour acheter ça, mais c'est ce qui fait tout le décor de la pièce. C'est vrai. Vous avez le mobilier de salon, qui est un mobilier d'époque Louis XVI, tout à fait exceptionnel, puisqu'il a des tapisseries d'Aubusson, qui représentent les fables de La Fontaine, dans un état oui. de conservation remarquable. Et surtout, elles sont d'origine. Voilà, là c'est un petit salon que j'ai restauré il y a 2 ans. Donc en fait, chaque hiver, on avale une pièce d'un coup, on fait tous les travaux. Ok. Ouais. Et on s'occupe du parquet, des plafonds, des murs. Ici, dans cette pièce, le parquet a été refait en totalité. C'est un parquet neuf, qu'on appelle un parquet Versailles, assemblé en panneaux carrés, qu'on retrouve dans tous les grands châteaux de cette époque. Et donc là, on s'est fourni en Hongrie. On a trouvé un fabricant qui faisait à l'identique et à la main des panneaux de parquet Versailles en chêne. Ils sont beaux. Ouais. Voilà. Et donc, on les a reposés avec un menuisier habilité. On a sauvé toutes les boiseries du XVIIIe siècle qui sont encore dans leur état d'origine. Et je vous voyais souvent dire la dernière fois que vous rénovez pas, vous restaurez. Ça signifie Ouais. quoi pour vous? C'est un peu votre Ça veut un devise, peu tout dire. Ça veut un peu tout dire. Ça veut dire, regardez ça par exemple. Nous, en fait, on a gardé les couleurs d'origine. Cette peinture, ce sous-bassement qui est légèrement abîmé, il a une histoire à raconter et c'est ce qui fait toute l'atmosphère de la pièce. Si on le décape, qu'on est maniaque et qu'on veut le poncer et qu'on veut le repeindre, ben, on va être satisfait personnellement, mais on va dénaturer le lieu et on va rénover. C'est à ce moment-là, justement, qu'il faut savoir où est la limite entre je refais et je restaure, je ramène la vie dans un lieu. Et nous, c'est plutôt ça. Le trumeau du XVIIIe siècle, avec la glace au mercure qu'on faisait en 2 morceaux à l'époque, parce que les miroirs étaient trop chers et la taille du verre ne permettait pas de faire en un seul morceau. Ben ça, voilà, on ne va pas mettre un miroir neuf à la place Bien de sûr, ça. oui. Ok, c'est les petits détails aussi qui font. C'est plein de détails, mais en fait, vous additionnez tout et c'est ce qui fait, je pense, une belle restauration. Et donc ça, c'est le tissu d'origine Ah oui. qui était en fragments. Il y avait un tout petit morceau sur un mur. On a retrouvé le motif qui est magnifique. On l'a pris en photo. Et grâce à un monsieur qui travaille dans le cinéma, on a trouvé un fournisseur qui nous a imprimé cette photo sur du très grand format. Et on a retapissé toute la pièce avec ses couleurs d'origine. Et tout le mobilier, là, vous avez un mobilier d'époque Louis XVI, une table à jeu où on jouait au tric-trac à l'époque. Là, c'est une table de milieu, ce qu'on appelle, d'époque Napoléon III. On reconnaît parce que c'est en bois noirci avec des incrustations de laiton. C'est très joli, je trouve. Donc voilà, on a mélangé un peu les deux styles. Et là, vous avez un meuble qui n'a rien à voir avec le secteur, on peut dire. C'est un meuble hollandais du milieu du XVIIIe siècle. C'est une commode scribant, on appelle ça. C'est-à-dire que si on ferme la commode, on peut, vous voyez, hop, avoir un meuble qui soit plus discret. Et si on l'ouvre, on a donc un bureau avec plein de petits tiroirs secrets, des faux livres. Vous voyez ici hop, Ah oui, qui sont des cachettes. C'est du rangement, ok. Pour mettre pas mal de choses. C'est des petits rangements. Il y a des tout petits tiroirs ici. Sympa, un petit cabinet comme ça. Voilà, ça fait un petit cabinet, mais en dessous, vous avez une commode. Ok. C'est un meuble hollandais et je trouvais ça assez sympa de ramener des choses d'autres pays. La vue sur le parc, voilà. Donc là, on est vraiment dans un château de campagne au XVIIIe siècle. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces pièces, parce qu'elles donnent vraiment sur la nature, sur la forêt, et il y a des couleurs, il y a une harmonie qui se fait, qui est très agréable. Et ce château, on y habitait à temps plein ou bien c'était plutôt un château de vacances, de villégiature, de chasse? Ça dépend. Alors, au début du XVIIIe, la personne qui le construit se ruine complètement à la commande de ce château, parce que déjà Germain Beaufranc est un des architectes les plus célèbres de l'époque, et on décide de construire un château en pierre de taille, dans une région où il y a très peu de pierres. Donc on en fait venir d'une autre région, et on va la choisir en Bourgogne. On va à Tonnerre, à 40 km d'ici. On ramène la pierre à dos de mulet pendant 5 ans. Il y a des allers-retours avec une 60aine de mulets qui portent des blocs. Pierre par pierre quasiment? Pierre par pierre, ok. bien sûr. Ah oui, donc ça coûte Donc vite très cher. Ouais. C'était pharaonique. Ok. Donc ça a coûté une fortune, et en 5 ans, du coup, le propriétaire, M. Dopter, se retrouve ruiné, et le château est interrompu. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini les toits, et on a laissé la charpente béante.
Et finalement, voilà. Mais au 19e siècle, c'est là que la première famille va occuper le château de manière plus pérenne. Alors, Oui. c'est pour 6 personnes et 500 hectares de terre. Ok. Donc voilà, Oui. il y a toute la vie autour du château et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, Ouais. ça transpire encore. C'était une vie quasi autarcique. On n'allait Ouais. rien chercher à l'extérieur. Il y Presque avait un élevage. village. Voilà. Ouais, c'était comme un village. Ouais. Je vous dis, donc il y avait plus de 80 domestiques et en même temps, on chassait, on récoltait les fruits du potager, le fruitier, le verger, etc. Donc tout ça a été fait, voilà, il y avait un élevage bovin, donc on avait le lait, le fromage, on a une laiterie du 18e siècle qui est très belle. Donc en fait, voilà, on a retrouvé tout ce passé un peu de vie en autarcie à la campagne. Voilà, et là vous avez cette grande cage d'escalier où on peut voir tout le travail qui reste à faire au-dessus. Il y a eu des surprises, disons, vous avez trouvé des choses dans les murs, des choses cachées. Ouais, on a trouvé des petites choses amusantes. Ouais. Un carnet notamment qui avait été celui du baron de Maupas et qui était propriétaire du château au 19e et qui était préfet de police de Paris. Donc il y avait tous Ok. les noms de ses invités qu'il avait à l'époque. Il avait beaucoup d'espions, hein, c'est ça, on m'avait Voilà, raconté. il a travaillé pour Vidocq, enfin il a travaillé avec Vidocq plutôt. Et c'est l'époque où on surveillait voilà, tous les hauts fonctionnaires dont on n'avait qu'à moitié confiance puisque au 19e siècle on est passé, Ouais. de l'Empire à la Restauration, donc de la Restauration à la République, de la République à l'Empire, etc. Donc, Voilà. en fait, les gens étaient très opportunistes en Changer, politique ouais. et on avait tendance à pas du tout leur faire confiance. Mm. Là, on était dans une colonne Ouais. vide, il y avait 4 C'est ça. étages dans le vide Ok. et on a refait du coup tous ces niveaux qui avaient disparu. Voilà. Et là, on est dans l'ancienne chapelle du château au 19e. Et donc tout ça, c'est des objets que vous avez achetés ou que vous retrouvez ici au fur et à mesure? C'est plein de petites choses que j'ai achetées, c'est vrai que je stocke Ok. ici parce Ouais. que j'ai pas la place encore de les mettre. Comme on a plus de pièces à restaurer que de pièces finies, Ah, c'est sympa. on est obligé de stocker en attendant. Et la vie d'un restaurateur de château, une journée dans la peau d'un restaurateur de château, ça se passe comment? Maintenant, là, cet été, vous avez eu beaucoup de visites, donc je pense que c'est beaucoup de travail pour vous aussi. Mais Ouais. maintenant, une journée d'hiver où vous restaurez, vous mettez vous-même la main à la pâte beaucoup. C'est Ah plutôt. ouais, l'hiver. Ouais, L'hiver, ouais. on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Déjà déblayer, vider une pièce en préparant, en préparant les travaux, c'est un travail énorme. Et ensuite, effectivement, après, on met la main à la pâte, hein. Ok. Moi, je pose du dallage, j'aide à replaquer les cheminées, c'est moi qui fournis les matériaux, c'est moi qui vais approvisionner du coup le chantier s'il faut de la peinture, de la chaux, du plâtre. Et puis moi, je suis constamment avec les artisans. Alors même si Ouais. je suis pas tous les jours à quatre pattes à bosser avec eux, Oui, il y a une partie qu'on fait nous-mêmes avec mon salarié qui s'appelle Christophe. Donc ça, c'est plutôt de l'entretien, des petits travaux. Et après, le suivi de chantier, c'est quotidien, ouais, l'hiver, et c'est ce qu'on aime faire. Et votre famille, donc vous avez dit vos frères et sœurs, vos cousins, vos parents même, ont tous également restauré des châteaux ou sont en train de restaurer des châteaux. Est-ce qu'ils vous aident parfois? Ils vous donnent des conseils? On se donne tous des Ouais. conseils, ouais, mutuellement, on est assez, Donc on ça est aussi, assez c'est partageurs dans la famille. Ouais. Ok, c'est un réseau intéressant du coup. Ouais, complètement. Très beau. On s'aide beaucoup et voilà, quand il y en a un qui a des problèmes, on essaie un peu de voir comment on peut l'aider. Et surtout, ça nous apprend parce que qui a un problème, nous, ça nous permet d'anticiper sur des trucs négatifs qui pourraient Bien aussi sûr. nous arriver. Voilà, on a eu un vol par exemple cet été, en plein jour. Et bah, du coup, voilà, parents, frères et sœurs ont tous été assez vigilants sur finalement leur visite pour qu'ils aient pas pareil en fait des cambriolages. Un vol pendant une visite alors? Ouais. Ah oui. C'était quoi, un objet? Ouais, Ça, c'est pas un indiscret. objet du grand salon, on a eu Ah oui, ok. un cartel qui a été volé. On peut faire confiance aux gens, mais le problème c'est que pour une personne, il y en a C'est 20 ça. 000 qui vont Qui va avoir une moins belle qui vont avoir expérience. les conséquences. Quoi. Ah, c'est marrant, on vous voit au fur et à mesure que vous avancez à la tâche. Ouais. On a un volet qui est en train de se casser la gueule. Ça, il va falloir que je le démonte, vous voyez. Ouais, Non, mais c'est une vigilance de tous les jours. Voilà. Il c'est faut, ça, voilà. Ouais. faut faire des petites tournées dans le château, voir comment évoluent certains problèmes. Et puis après, on fait les travaux chaque hiver et on avance, on avance, on avance. Il n'y a pas que le château, il y a aussi les écuries qui sont encore en. C'est ça, ouais, vous pourrez y aller. Certaines portes sont ouvertes. Vous avez les écuries, l'appartement du cocher, la sellerie. Et en fait, tout ça, c'est ouvert au public. Et là-dedans, vous l'avez restauré. Il me semble que vous aviez commencé par ça pour y organiser des événements, c'est ça? C'est ça. Ok. Au départ, on ne pouvait pas trop rentrer dans le château, donc Bien il y sûr, avait oui. les caves du château seulement et les communs avec les écuries. Et de l'autre côté, vous avez l'ancienne ferme dans laquelle j'ai créé 40 chambres et 3 salles de réception. Très bien. Ah oui, Là, donc pour ça le fait coup, aussi, c'est une activité ailleurs qui nous permet d'avoir et des visiteurs et des événements.
avec des gîtes de groupe. Mais tout ça, vous le faites gérer ou vous le faites vous-même? Non, c'est moi qui gère. Ah ouais, mais c'est vraiment un multicasquette, quoi. Ouais. Ah ouais. Le château, une fois terminé, vous l'estimez à combien la rénovation, un peu, enfin la restauration, le budget total coût d'une total C'est ça, vous avez une idée? Non. Enfin, oui, j'ai une vague idée maintenant Ouais. parce qu'on a fait le plus dur. Ouais. On a fait déjà 3 millions d'euros de grosses œuvres. Donc vraiment tout ce qui est bâti extérieur, tout ce qu'on a vu dehors. Pour les intérieurs pièce par pièce, je sais pas, il y a 30 pièces à 50 000 euros. Il faut refaire les murs, les plafonds, l'électricité, il y a Plus tout à les faire. écuries, voilà, tout ce Donc qui vient. on est à autour. 1,5 million, donc on est à 5 millions en tout. 5 millions en cas Le de coût restauration. total du projet en 20 ans, ça va être 5 millions d'euros. 5 Ça, il n'y a millions. aucun doute là-dessus. Avec le prix de l'achat initial, donc ouais. Ouais. Ok. Pépère. Avant de terminer la visite, il y a quand même une dernière chose que je voulais savoir. Donc vous avez dit qu'il vous restait une dizaine d'années de travaux. Et l'objectif final avec le château, ce sera quoi? Ça va être de le garder pour vous, de faire un musée ouvert au public, ou bien vous comptez peut-être le vendre, passer à une autre restauration? Alors, non. Je pense, enfin, je ne veux pas trop m'avancer, mais en aucun cas je voudrais vendre ce château qui est vraiment un gros morceau, du début de ma vie, donc j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Et puis en plus, surtout, il y a encore énormément de travail, donc je pense qu'on pourra en reparler plus tard. L'objectif, c'est pas de transformer le château en un hôtel ou en un lieu de réception, c'est vraiment de le faire revivre de pièce en pièce et de le faire découvrir à un maximum de monde. Voilà, donc ça va Ok. continuer à être un château aventure, château escape game, où on a des familles et un large public qui vient grâce au décor qu'on arrive à recréer tous les ans. Bon courage à vous. À bientôt Yann. Et merci pour cette visite. Merci. J'espère que ce format vous a plu. Je me suis donné la mission de vous faire découvrir le patrimoine français. Si vous avez d'autres endroits sympas à me suggérer, mettez-les moi dans les commentaires. Et pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous.